Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Comment va le bâtiment au Maroc? Une question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir dans Éco-Débat. Mais avant, voici l'édito. Quand le bâtiment va, tout va. La formule date du 19e siècle. Elle est d'un Français, Martin Nadeau, maçon, ensuite député, puis préfet. Cette vérité courante érige la construction comme principal moteur de la croissance, capable d'entraîner et de faire prospérer le reste de l'économie. Pourtant, le poids de la construction dans la valeur ajoutée n'a cessé de se réduire ces dernières années. Les plus optimistes évoqueront un retour à la normale après des années fastes où l'État, à coup de mobilisation du foncier public, avantages fiscaux et autres facilitations des procédures, avait lancé le chantier gigantesque des logements sociaux. Mais arrivé à maturité, un peu comme notre modèle de développement d'ailleurs, ce mécanisme de logement pour tous s'est essoufflé. Les moins optimistes, mais non moins avertis, mettront le doigt sur des insuffisances d'abord d'ordre qualitatif, où les prix dépassent la qualité du produit. Ensuite, d'ordre de positionnement des logements sociaux, où quand des régions saturent de surproduction, d'autres souffrent de déficit. Et là, la classe moyenne en particulier encaisse. Cette classe moyenne qui n'a pas reçu autant d'attention qu'initialement prévu dans les plans. Ainsi, sur l'objectif de 20 000 unités tracé pour 2016, seules 534 unités sont sorties de terre. Les promoteurs n'ont pas été suffisamment incités et de toute façon, ils margent moins que dans le social. C'est une vérité. Encore faut-il qu'ils soient en mesure de produire des logements décents et accessibles. Pourtant, encore une fois, près de 45% des logements à construire sur le foncier public cédé aux partenaires ne sont pas sociaux. Alors, consciente de l'urgence de revoir son mode opératoire, la tutelle a adopté un plan de relance du secteur. Mais là, force est de constater que la relance n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et si, à l'instar d'autres industries, celle du bâtiment, se dotait d'un écosystème avec une chaîne de valeur optimisée, productive et surtout efficiente, à même de répondre à un besoin élémentaire de chaque citoyen marocain, tout cela sans forcément passer par la case subvention. On s'aperçoit que sans la construction, la croissance ou tout modèle de développement ne peut changer de braquet et que l'adage « quand le bâtiment va, tout va » reste tout de même d'actualité. La boucle est donc bouclée. Place tout de suite au débat en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation ce soir. Tout d'abord, Hind Benzha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chef de division des études et prospectives au ministère de l'Habitat. Bienvenue, madame. Merci. En face, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Benjeloun, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, la FNPI. Bonsoir à vous aussi et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Et également sur le plateau pour représenter les architectes, Rachid Boufous, architecte urbaniste et membre donc du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bienvenue à vous aussi, monsieur Boufous. Ma première question s'adresse aux promoteurs immobiliers représentés donc aujourd'hui par le vice-président de cette fédération, Mohamed Benjeloun. Donc la FNPI s'est réunie courant février pour parler de l'état du marché, n'est-ce pas? Alors, quel est l'état du marché aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour votre invitation. Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir fait confiance pour cette émission-là. J'espère porter le message de la fédération. Avant de répondre à votre question, il faudra situer un petit peu le secteur de la promotion immobilière, de l'immobilier de façon globale, au niveau de l'économie nationale. Ça représente à peu près 6,8% du PIB. Quand on dit 6,8%, ça représente quoi en chiffres, en dirhams? En chiffres, en dirhams, quelque chose comme 400 milliards de dirhams, si ma mémoire est bonne. C'est à peu près 30% de l'ensemble de l'encours de crédit bancaire. C'est 150 000 unités produites par année. Avec tout l'écosystème que ça représente, on est plutôt vers du 15 à 20% donc du PIB global. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, le secteur immobilier, c'est un secteur qui est nodal. Il y a beaucoup d'activités transverses qui s'y attachent, tout ce qui est architecte, notaire, banque, sous-traitant, industrie, etc. Alors, au niveau chiffres aussi, par ailleurs, la production... Ce serait intéressant de passer au diagnostic, comme ça nous aurons le temps de bien analyser l'état du marché actuel. D'accord. Toujours au niveau chiffres, ce qu'il faudrait savoir, c'est que il y a certains indicateurs qui sont là.
il y a une baisse quand même de la production de ciment. On est passé de 16 millions de tonnes, je crois, en 2011, on est à 13 millions de tonnes actuellement. Au niveau des mises en chantier, elles ont, à notre sens, un petit peu aussi baissé. Les notaires se plaignent d'un marasme, les architectes aussi, M. Boufous le confirmera tout à l'heure. En ce qui nous concerne, nous disons plutôt qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que la demande est là. Il y a une étude qui a été faite par le ministère, qui est très importante et sur laquelle il faudrait se pencher, qui stipule que la demande actuelle tourne autour de 1,3 million de logements. En 2025, on atteindra une demande de 2,5 millions de logements. Il s'agit donc d'adapter l'offre à la demande, parce que cette demande, à 70%, elle s'intéresse à des logements de moins de 400 000 dirhams. Pour 20%, pour des logements entre 400 et 800 à 900 000 dirhams, et le reste au-delà de 900 000 dirhams. Donc, le gros de la demande, en milieu urbain, j'entends, en milieu urbain, c'est autour donc, de 400 000 dirhams pour des appartements de surface oscillant entre 80 et 100 mètres carrés, et pour des traites mensuelles, disons, ne dépassant pas les 1500 à 1600 dirhams. Donc, en fait, là, on parle non pas de logements sociaux, mais des logements qui sont destinés à une tranche de la société qui est plutôt vers la classe moyenne. C'est en même temps le logement social et en même temps la classe moyenne, disons, inférieure. Très bien. On est là à 70% de la demande, le gros de la demande est là. Et il faut apporter une réponse à et ce constat est pris en compte depuis combien de temps? Il est pris en compte. Nous avons fait des propositions, nous travaillons donc disons, main dans la main avec le ministère. On étudie, la FNPI est une force de proposition. Nous avons fait beaucoup de propositions pour répondre à cette demande-là. Et nous collaborons ensemble pour atteindre cet objectif. Nous parlerons un peu plus tard sur justement cette transversalité des efforts côté privé et public. Mais avant, j'aimerais aussi avoir le diagnostic de la tutelle représentée aujourd'hui par Hind Benzaha. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un problème d'inadéquation comme l'évoquait Mohamed Benjelloun? Alors, moi, je voudrais juste continuer le positionnement du secteur d'abord. Sibel Benjelloun, il a présenté le secteur immobilier de sa partie économique. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que avec le BTP, le secteur immobilier emploie à peu près 1 million de personnes par an. Et donc, c'est un acquis qu'il faut soutenir et qu'il faut maintenir dans le temps. Deuxièmement, le logement, il a une portée d'abord sociale avant la portée économique. Il participe à l'épanouissement des ménages et il constitue en fait un patrimoine économique pour le ménage. C'est un patrimoine qui s'hérite à travers le temps et pour les générations futures. Alors, par rapport à la santé du secteur, nous fions à nos indicateurs macroéconomiques. Et ce sont des indicateurs qui ne sortent pas que de chez nous. On a des indicateurs qui sont extraits des activités d'autres départements. J'ai devant moi la fiche indicateur qui me montre tous les indicateurs en positif. Ils sont tous positifs, peut-être que... Si vous en citiez peut-être quelques-uns juste pour nous situer. Pour la production, par exemple, la production et la mise en chantier, nous avons une augmentation d'à peu près 6% par rapport à 2017. Cela est contradictoire par rapport au constat de la FNPI? Non, il n'est pas contradictoire. Le constat n'est pas contradictoire, c'est qu'en 2017, effectivement, nous avons enregistré une petite baisse. Aujourd'hui, ça commence à se relever légèrement. Un seul indicateur qui me paraît un petit peu en recul, c'est celui du ciment, la vente du ciment. Nous avons un petit recul de 3%. Mais tout le reste, et même les crédits, le volume des crédits, il est aussi en augmentation. Ça peut être expliqué par le fait que les taux d'intérêt sont aujourd'hui un peu plus bas qu'avant. Et que on est quand même à des taux historiquement bas en ce qui concerne le crédit logement au Maroc. Absolument. C'est tant mieux pour le ménage marocain parce que ça a permis au ménage à accéder un petit peu au crédit et donc au logement. Et comme a dit Sibel Benjelloun tout à l'heure, c'est que le marché il est en train de s'autoréguler, de s'adapter un petit peu à la conjoncture. Mais accéder au crédit, Madame Benzaha, je me permets de vous interrompre, accéder
ce n'est pas non plus une étape facile pour le ménage, hein, pour accéder à ce crédit. L'accès au financement est un des freins, justement, un handicap qui peine et freine ce secteur du bâtiment. Je suis d'accord avec vous, mais moi je me mets aussi dans la logique aussi de l'établissement bancaire. Aujourd'hui, nous avons, il y a peut-être des conditions un peu plus serrées, mais il y a aussi, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des fois des risques d'impayés, des risques, comme vous savez, peut-être qu'il y a un problème aussi de pouvoir d'achat, et donc il faut serrer un petit peu, et c'est tant mieux pour la conjoncture économique et aussi pour le ménage lui-même qui contracte le crédit. Et donc cette restriction, ce n'est pas une restriction, en fait, c'est pas une pression que fait les établissements bancaires comme ça, mais c'est un système de contrôle en fait. C'est un système de contrôle qu'aujourd'hui, dans cette conjoncture, qu'il faut continuer. Enfin, quand vous dites contrôle, vous faites référence à quel contrôle exactement? Est-ce que c'est le contrôle des prix aussi qui sont appliqués? Est-ce qu'on respecte les prix indiqués pour, par exemple, le logement social? On le sait, beaucoup de promoteurs immobiliers, je n'ai pas le chiffre malheureusement parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on recourt à une surévaluation, à une surfacturation du bien. Alors pour cela, déjà, c'est une question aussi à poser aux promoteurs immobiliers, mais déjà, on a constaté cela et c'est en relation directe avec la qualité du logement et le positionnement du logement, la situation du logement. Quand un logement est bien situé et en bonne qualité d'exécution, eh bien les promoteurs en général, ceux qui en général demandent des avances des fois un peu élevées ou demandent aussi des montants qui peut-être ne rentrent pas dans le cadre du montant défini par le programme lui-même. Et donc ça... ils bénéficient d'exonération fiscale, n'est-ce pas, ces promoteurs? Parce qu'ils construisent du social. Écoutez, nous n'avons pas de fait avéré, mais ils sont dans l'illégalité. Ceux qui demandent du noir, ils sont dans l'illégalité totale. Parce que le logement social, il est plafonné et il est défini, il est avec engagement du promoteur lui-même. Donc, mais c'est des pratiques dont vous avez eu au sein du ministère. Il y a des plaintes qui nous arrivent et il y a des gens qui font du noir. Très bien. Sur le logement social. Sur le logement social. Je reviens justement à cette question vers Mohamed Benjelloun, mais avant, j'aimerais bien sûr faire réagir le représentant de l'Ordre des architectes. Est-ce que la qualité d'exécution aujourd'hui est également un frein, au-delà de l'accès au financement? Est-ce que cette qualité de ce produit, qu'est le logement, social ou autre d'ailleurs, est un frein pour l'accès à ce logement? Sans aucun doute, dans beaucoup de cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le logement social est normalisé depuis le début du programme, c'est-à-dire aux alentours des années 2000. Donc, les autorités gouvernementales, à travers le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, en collaboration avec des groupes d'architectes en tant que consultants, nous avions collaboré à la normalisation justement de ce logement en matière de qualité, en matière d'espace, en matière de prestations, à fournir justement par le promoteur. Un cahier des charges a été établi par le ministère. Est-il respecté? Alors aujourd'hui, c'est là le débat. Aujourd'hui, parce que... Débattons-en, justement. Justement, parce que ça relève bien sûr de la responsabilité première de l'architecte, parce qu'il est en premier responsable de la qualité, parce que c'est lui qui fournit, in fine, l'attestation de conformité du logement par rapport à ce qui a été convenu. Maintenant, ça, c'est la règle, la loi. Dans la pratique, il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir des dépassements, mais en général, la qualité est respectée. Bon, maintenant, on voit dans les journaux, dans des reportages, souvent, que les gens se plaignent justement de la qualité de logements sociaux. Aujourd'hui, par rapport à la quantité produite et par rapport à ce qui est constaté, je pense que la qualité aujourd'hui prime.
parce qu'aujourd'hui les architectes font quand même très attention. Depuis, d'ailleurs, les autorités gouvernementales, depuis quelques années, justement, ont décrété une nouvelle loi, la 66-12, qui justement définit les règlements pour contrer justement toutes les contraventions en matière de construction et de logement. Donc le cadre réglementaire commence à se mettre petit à petit en place. Et bien sûr, de toutes les façons, aujourd'hui, n'empêche qu'il peut y avoir une confrontation entre le client final et le promoteur en matière de prestations. Et c'est pour cela que nous demandons, nous, architectes, à ce que même les prestations fournies, justement, dans le cadre du logement, soient contractualisées, même dans les actes de vente avec les promoteurs, pour que les gens, justement, retrouvent quand ils pénètrent dans un logement qu'ils ont durement acquis justement avec des crédits très lourds, qu'ils puissent retrouver les prestations promises par le promoteur. Donc c'est quelque chose, c'est un travail qui doit être fait, qui est fait aussi par les partenaires, par les promoteurs. Et je pense que tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas non plus noir. Donc puisqu'on parle de noir, n'est-ce pas? Alors, Mohamed Benjelloun, bon, on a parlé qualité. Bon, bien sûr, je vous fais réagir en tant que représentant des promoteurs immobiliers au Maroc. Il y a cette question de prix. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez dénoncer ces pratiques douteuses de certains promoteurs immobiliers? Et aussi par rapport à la qualité qui est fournie et qui est proposée à ce citoyen, comme le disait Madame Benza, qui fait quand même un des plus gros investissements de sa vie, quoi. Alors, je tiens à rappeler que la Fédération nationale des promoteurs immobiliers est un organe qui regroupe un ensemble de promoteurs sur tout le territoire. Combien? De manière directe et indirecte. Il y a aussi beaucoup d'associations. Nous avons donc des associations régionales qui ont plusieurs membres. Les membres de la fédération ont signé une charte d'éthique, c'est-à-dire qu'il est exclu pour tout membre de la fédération de pratiquer du noir. On se soumet à une transparence au niveau des prix, au niveau des contrats. Nous avons recours à des entreprises qui sont en règle avec la CNSS et avec la Direction générale des impôts. D'une part. Par ailleurs, en ce qui concerne le logement social, alors les quantités produites, je pense qu'il faut les évoquer, c'est important. On est autour de 370 000 unités, dont 200 000 sont en cours de construction. En 2020, il y aura à peu près 600 000 unités au total. C'est un programme qui est peut-être décrié par beaucoup de citoyens marocains, mais il faut se rendre compte d'une chose qui est très importante, c'est que ce programme-là a permis et permettra à son échéance de loger 600 000 familles. Et sans ce programme-là, où auraient logé ces familles? Et où seraient beaucoup de promoteurs immobiliers. Et ça enrichit aussi les promoteurs immobiliers. C'est vrai que c'est bien d'évoquer le social, mais c'est bien aussi de dire que beaucoup de promoteurs immobiliers ont bénéficié d'exonérations fiscales. Ils ont également bénéficié de foncier de l'État. Ça, on l'entend tout le temps. Foncier de l'État, non. Foncier d'État, non. En ce qui concerne tous les promoteurs, il est possible qu'il y ait certains... En fait, vous dites que ce programme de logement social n'a pas bénéficié aux promoteurs immobiliers. Attends, j'ai pas dit ça. En ce qui concerne le foncier, bien naturellement. Pour certains opérateurs, c'est possible, mais pour la grande majorité des promoteurs immobiliers, le foncier est acheté au prix public et nous sommes soumis à toutes les règles urbanistiques qui sont là. Moi, je ne peux pas parler, disons, au nom de tout le monde, mais les gens qui sont avec nous au niveau de la fédération, le foncier est acheté au prix public. Combien revient le mètre carré du social, vous qui construisez justement? Alors attendez, je vais répondre. Non, juste cette question qui titille un peu la curiosité de tout le monde parce qu'on évoque des chiffres. Peut-être que vous pouvez également corriger l'opinion publique parce qu'on évoque des chiffres vraiment très bas. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très bas, très élevé, vous voulez dire? Très bas. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une opération de construction dure 3 ans. Nous avons entre 12 et 18 mois entre autorisation de construire et jusqu'à l'obtention du permis d'habiter à l'étape finale. Okay, donc ça, c'est un temps qui est long. Donc toute une opération dure 36 mois, de bout en bout. Donc une opération, ce n'est pas 1 an.
Les marges déterminées par disons, gagnées par le promoteur immobilier, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, qui a, disons, suscité beaucoup de débats. Il faut bien le lire. Ce rapport, on le partage, je l'ai sous les yeux. Mais ce rapport parle de quoi? Il parle uniquement des intrants. C'est-à-dire qu'il n'y est pas inclus dans ce rapport-là le prix du foncier, c'est spécifié dessus, le prix des études, le prix des VRD, le prix de la commercialisation et les intérêts bancaires. Okay? Donc, le prix de revient du mètre carré, finalement? Non, les marges au niveau du logement social se situent autour entre 12, disons, et 18%. Mais il faut les rétablir. Mais combien revient le mètre carré, sans parler de marge? Non, mais bon, alors, il faut faire le calcul. La dernière fois, tout à l'heure, on avait pris au dépourvu. Il faut faire le calcul. C'est entre 12 et 18% sur 250 000 dirhams, mais répartis sur 3 ans. C'est ce qui est très important. Donc, la marge du promoteur, elle tourne entre 3 et 5% par année. La réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc alors, tous le promoteur ne gagne pas finalement. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne gagnait pas. Pas assez. Attendez, je n'ai pas dit qu'il ne gagnait pas assez. Mais la réalité sur le terrain est là. Très bien. La réalité sur le terrain, elle est là. Ce programme de logements sociaux, sur les 150 000 unités produites par année, il y a 50 000 unités de logements sociaux qui sont produites. 80 000 donc d'autoconstruction, il reste 20 000 pour la classe moyenne, etc. Donc le tiers de la production concerne les logements sociaux. Et l'aspect dont a parlé Mme Benzat tout à l'heure est fondamental. Et ça, s'il y a un mot à retenir de cette émission-là, enfin un message que je veux faire passer par rapport aux autorités, il faut faire attention, c'est que ce programme se termine en 2020. Et il y a à peu près 30%, donc 300 000 emplois directement générés par ce secteur-là. Quand vous dites le programme, c'est l'exonération fiscale qui se termine à 2020, c'est l'échéance. Oui, c'est l'exonération fiscale. Vous parlez de quoi? L'exonération fiscale, mais je parle des dispositions. Non, je parle des dispositions. Parler de programme, c'est trop large, Steven Gillon. Oui, je parle des dispositions par rapport à... Quelles sont les dispositions? Mais toutes les dispositions qui sont là. Fiscales, administratives, etc. Non. Elles se terminent en 2020. Oui, administratives, elles sont déjà en place. Non. Et il y a lieu de réfléchir à ce que va devenir ce programme-là et réfléchir aussi aux 300 000 emplois qui sont générés de manière directe ou indirecte pour ce secteur-là, parce que nous, en tant que citoyens de ce pays que nous aimons très fort, il est question pour nous de rechercher la moindre opportunité d'emploi qu'on peut créer. Stabiliser ce pays-là, c'est créer des emplois, créer des emplois et créer des emplois. Oui, mais ça, c'est l'argument de la facilité. Si pas du tout, madame. Madame Benzat, est-ce que les objectifs déjà de ce programme ont été atteints pour qu'ils soient renouvelés? Moi, je voudrais juste éclaircir un petit point, c'est que le programme de logements sociaux, il regroupe 2 types de programmes. Le programme à 250 000 dirhams, où le foncier, il est complètement privé, donc c'est ce que disait Biljon tout à l'heure, et le programme de 140 000 dirhams, à faible valeur immobilière, et là, le foncier, il est un foncier mobilisé par l'État. Et donc, ça concerne l'Amran. Et ça concerne justement essentiellement l'Amran. Donc c'est pour ça qu'il y avait un petit peu... L'Amran, c'est un organe de promotion publique. Je dois continuer sur le... Alors, par rapport aux objectifs, les objectifs, en fait, au début du programme de logements sociaux, nous avions des objectifs comme ça qui ont été faits à peu près quelque chose comme 300 à 400 000 unités qui devaient se produire. Mais avec le temps, il y a de l'accroissement de la demande. Vous avez entendu Sylvie Julien tout à l'heure, il disait qu'il y a aujourd'hui 1,5 million de demandeurs. En fait, aujourd'hui, on a 1,9 million de demandeurs. Chaque année, 200 000 nouveaux. C'est ça. 1,9 million de demandeurs et on va arriver à quelque chose de plus de 2 millions de demandeurs. Donc, 2,5 millions. 2 millions. En 2025. Voilà, en 2025. Et donc, il y a une demande encore à capter. Même si, peut-être que, je ne parle pas de déficit, je parle de demande. La demande, c'est différent. La demande, ça veut dire que si quelqu'un veut changer son logement, il est déjà logé, il veut améliorer son logement, il entre aussi dans cette... Oui, il est à la recherche d'un logement. C'est ça, il est à la recherche d'un logement. Et donc, il y a un potentiel demande qu'il faut capter. Par rapport au programme de 2000... Donc, les objectifs ont été atteints, on peut renouveler ce programme. On peut renouveler ce programme. Très bien. Voilà. Très bien. Parce qu'il nous reste très peu de temps avant la pause, j'aimerais faire réagir Rachid Boufous, également représentant de l'Ordre national des architectes. Est-ce que ces programmes de logements sociaux, est-ce que le logement social intéresse les architectes? Aujourd'hui, tout ce qui se construit intéresse les architectes, parce que là, on met les pieds, là, on marche, là, on travaille,
on vit a été dessiné par un architecte. Donc nous sommes au centre de la société en quelque sorte. Donc nous sommes un acteur important, donc non seulement du fait urbain, mais aussi du développement du pays. Bien sûr que le logement social nous intéresse. Aujourd'hui, les architectes ont accompagné les promoteurs qui ont construit justement, on parle d'1 million de logements qui ont été construits en 15-18 ans. Et bien sûr que les architectes étaient au centre. Pas dans les meilleures conditions qu'ils l'auraient souhaité. Ah, pas dans les meilleures conditions, voilà. C'est-à-dire, parce que vous êtes un peu vous êtes dans la création, finalement. Oui, donc, oui, nous sommes des artistes à la base, donc nous voulons quand même créer des choses qui puissent rendre l'environnement urbain agréable. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des contingences, vous le voyez aujourd'hui dans l'habitat social, ça ressemble beaucoup plus à des amoncellements de blocs à l'infini, où la vie urbaine semble pratiquement avoir disparu. Parce qu'aujourd'hui, on gère le bâti, mais on ne gère pas la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en bas? Il n'y a aucun espace, il y a très peu d'espaces communs, très peu d'espaces récréatifs, verts, etc. Même avec toute la bonne volonté des promoteurs, mais on est plus dans la densification, parce qu'aujourd'hui, nous disons que même cette densité de 240 logements à l'hectare qui a été instaurée en 2004 est quelque chose d'assez dense, parce que ça fait quelque chose de 1000 à 1200 habitants à l'hectare. C'est une des densités les plus importantes, même à travers le monde. Oui. Bien sûr que l'État a fait cette démarche de promotion de l'habitat social parce qu'il fallait réagir face à une urgence qui était posée aux alentours des années 2000. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un stand-by, refaire une réévaluation ou une évaluation déjà une évaluation avant de la refaire. Avant de le faire, parce qu'aujourd'hui, l'État continue à promouvoir ces opérations, même à vouloir lancer des villes nouvelles, des choses aujourd'hui immenses, parce que les villes aujourd'hui, est-ce qu'on veut aujourd'hui que les villes continuent à être une addition de lotissements et de construction, ou peut-être on va réfléchir à une revalorisation, une requalification des quartiers existants, donner peut-être plus de hauteur dans les villes actuelles, pour justement ne pas étaler indéfiniment les villes, parce que quand on étale les villes, on crée des problèmes d'infrastructure, de transport, de réseau, d'électricité. Aujourd'hui, beaucoup de communes peinent à payer ne serait-ce que l'éclairage public parce que les villes continuent. Et puis, quelque chose que je voulais souligner aussi, l'extension aujourd'hui des villes commence à toucher même l'arrière-pays agricole dans beaucoup de zones aujourd'hui, et ça menace même la production agricole marocaine, parce qu'on est en train, quand on autorise ce genre de logement, ou même des logements dans le monde rural sans contrôle ou de manière, c'est-à-dire où la construction se fait aussi de manière mal pensée, on risque un empoisonnement des sols, on risque des problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'assainissement et des problèmes. Donc aujourd'hui, nous disons aux autorités, nous disons au ministère de l'urbanisme, on est là, nous, en tant qu'experts. En tant que force de proposition, comme le disait Mohamed pour justement s'asseoir et réfléchir, faire peut-être des nouvelles règles, c'est-à-dire un règlement d'urbanisme 2.0, refaire autre chose, refaire une nouvelle stratégie qui, justement, allie non seulement l'aménagement du territoire, mais aussi le développement harmonieux des villes. Messieurs, madame, je vous propose de continuer la discussion après cette pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Éco-Débat s'attelle à ce problème du bâtiment et de l'immobilier. Avant la pause, Rachid Boufous évoquait cette question primordiale de transversalité, de vision entre répondre à un besoin de logement et urbanisme, et qui risque non seulement d'avoir un impact sur nos villes, mais aussi sur nos campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cahiers des charges? On respecte ces cahiers des charges en construisant ces villes nouvelles, mais aussi, ne serait-ce que ces lotissements de logements sociaux. Mais qu'en est-il de la réalité? Est-ce qu'il y a aussi un travail avec peut-être les collectivités locales? Le promoteur immobilier doit répondre certes à certaines exigences, mais est-ce que c'est tout ce qui compte finalement? Il faut savoir que le ministère a une part de responsabilité là-dedans, parce que c'est le ministère qui délivre ce qu'on appelle les attestations de conformité. Donc, nous, à la fin de l'exécution d'un chantier, il y a un cahier de charges qui est bien établi par le ministère, que le promoteur est tenu de respecter. Et s'il n'est pas respecté, vous avez
plusieurs contrôles au niveau donc, de la réception provisoire, au niveau du permis d'habiter et au niveau donc, de l'attestation de conformité du ministère. Il y a une équipe qui sort et qui vérifie effectivement si tout a été respecté ou pas. Si vous le permettez, je fais réagir le ministère. Alors, vous avez dit que vous avez fait des propositions. Est-ce que ces propositions ont été prises en compte lors du dernier Conseil national de l'habitat? Et aussi, si vous voulez bien réagir par rapport à ce rôle du ministère sur la conformité au cahier des charges des promoteurs immobiliers. Alors, sur la question de la qualité, moi, je voudrais réagir justement sur... Ce n'est pas la créativité qui manque. C'est la recherche du gain supplémentaire du promoteur immobilier qui fait que, quand il y a de la créativité, il essaye un peu d'extraire toutes les volumétries, tout ce qui peut donner quelque chose d'esthétique, des ouvrages esthétiques pour gagner un peu plus ou bien pour ne pas dépenser un peu plus. Il y a ça. C'est pour ça que vous avez un paysage urbain qui un peu laisse à désirer dans les grandes opérations de logement. Deuxièmement, le promoteur immobilier doivent rentrer dans le cadre du marché, c'est-à-dire ils doivent commencer à compter sur eux-mêmes et sur la compétition. Et ce n'est que comme ça, et ne plus compter sur ce que peut apporter l'État. L'exonération fiscale, exonération fiscale, foncier public, dérogation urbanistique. Il faudra qu'on opère une certaine transition progressivement pour laisser le promoteur soumis au marché et la compétition. Ce n'est que comme ça qu'on peut garantir la qualité. La qualité, la loi du marché. La loi du marché. Et donc il faudra qu'on travaille sur ça ensemble. On ne va pas bien sûr lâcher les choses comme ça sauvagement, mais il faudra commencer à travailler progressivement jusqu'à arriver à ce que les promoteurs puissent d'abord s'aligner sur les marges bénéficiaires internationales, parce qu'à l'étranger, les marges bénéficiaires des promoteurs immobiliers sont très très bas, et ils arrivent à s'en sortir. Au niveau du Maroc, on a encore cette logique de l'État, il faudra que l'État aide, etc. On doit progressivement arriver à quelque chose comme... Madame Benzaha, est-ce qu'un système d'aide directe au logement pourrait remplacer les programmes de logements sociaux, sachant que, encore une fois, je le rappelle à nos téléspectateurs, ces programmes arrivent à échéance l'année prochaine, donc en 2020. Est-ce que des aides directes à l'acquéreur pourraient remplacer justement ces programmes? Alors, nous avons, comme disait Sylvie Jaune tout à l'heure, nous avons eu plusieurs rapports de recommandations, notamment de la part de la Cour des comptes, d'autres rapports aussi. La direction des études de prévision et financière. Qui n'ont pas critiqué la défiscalisation, parce que la défiscalisation, elle est intéressante dans le sens où elle a un impact direct et rapide. Mais on a eu des recommandations sur les aides, justement, un recalibrage des aides et un meilleur ciblage. Très bien. Ce sont les deux éléments. Et c'est là où les aides, on devrait rééquilibrer un petit peu les aides qu'on donne aujourd'hui. Et que peut-être progressivement, on arrive à un certain équilibre entre ce qu'on donne aux promoteurs immobiliers et ce qu'on donne aussi à l'acquéreur. Il faudra revoir le partenariat et qu'on rentre dans une logique de gagnant-gagnant. Que le promoteur puisse bien sûr avoir ses marges parce que c'est un commerce, la promotion immobilière. C'est une industrie aussi, comme d'autres. Oui. Et qui sont importants dans la logique du marché économique. Et il faudra que l'acquéreur trouve son compte, son logement décent et au prix adapté à son pouvoir d'achat. Donc c'est dans cette logique-là qu'on est en train de travailler. Si vous permettez, il faut que je réagisse par rapport à ce qu'a dit Mme Benzaha, dans un sens positif. Je vous en prie, allez-y, je voulais faire réagir si vous faut, mais brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps et beaucoup de points à traiter, s'il vous plaît. Je ne peux pas ne pas réagir. Alors, concernant les marges, ça c'est toujours le fantasme je suis désolé de le dire ça, mais on tourne autour de 12, 13, 14% sur 3 ans. Donc on est autour de 3-4% par année de marge pour le promoteur immobilier. C'est tout à fait comparable à ce qui se passe en Europe. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la libre concurrence du marché, c'est clair que les promoteurs immobiliers sont des gens qui sont adultes, qui savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y a une demande qui est là. Le pouvoir d'achat du Marocain est bas. Et je reviens aux statistiques que je disais tout à l'heure, 70% de la demande va vers des logements inférieurs à 400 000 dirhams. Comment pouvez-vous produire un logement à 400 000 dirhams en milieu urbain avec un coût du foncier aussi élevé que ça? Le coût du foncier représente plus de 50% du prix de revient.
Mais ça dépend de quand vous parlez de urbain, ça dépend du quartier. Oui, ça dépend du quartier. Mohamed Benjeloun. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer les quartiers où le foncier coûte 10 fois plus cher, 15 fois plus cher que des quartiers périphériques, tout en restant en zone urbaine. Alors, en zone urbaine, je peux vous assurer, chiffres à l'appui, preuves à l'appui, que dans les grandes agglomérations, Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, etc. C'est Rabat-Tanger où les prix ont augmenté. Alors, sinon, sur le reste, prix du foncier représente plus de 50% du prix de revient du promoteur. Premier point. Et donc, pour répondre à la demande d'une clientèle qui est à la recherche d'un logement, effectivement, et dont les revenus sont limités, le pouvoir d'achat du citoyen marocain est limité. Il faut se rendre compte à cette évidence-là. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, en tant que FNPI, de cette évidence-là? Mais bien sûr qu'on s'en rend compte. Et on le vit, et on partage le sentiment avec les citoyens. Et on a les pieds et les mains liés. Quand vous avez un foncier qui est cher, comment vous allez faire? C'est une équation qui est insolvable. C'est pour ça qu'on veut plus de verticalité, c'est pour ça que nous avons proposé des solutions innovantes pour pouvoir répondre à cette question-là et redynamiser un secteur et créer en plus de l'emploi. Quant aux aides directes dont vous parlez qui sont accordées aux citoyens, les aides sont directement attribuées aux citoyens actuellement. La TVA qui est donnée aux logements sociaux, elle est donnée directement aux citoyens. J'en veux pour preuve qu'il a comme obligation d'y loger pendant 4 ans, et s'il n'y loge pas en tant que logement principal pendant 4 ans et d'apporter les preuves comme quoi il y est logé pendant 4 ans, il est obligé de rembourser cette TVA à l'État avec les majorations afférentes. Pour revenir tout à l'heure à ce que vous avez dit en ce qui concerne le noir, effectivement, on dénonce tout à fait cette pratique-là. Ça, c'est une pratique qui, pour nous, qui est intolérable et c'est une concurrence qui est déloyale par rapport aux promoteurs privés qui sont professionnels du secteur. Mais vous faites quoi, vous, en tant qu'FNPI, pour Madame, combattre nous n'avons aucun pouvoir coercitif. Non, je ne parle pas de ça. Vous parlez de force de proposition. Oui. Est-ce que vous n'avez pas demandé à la tutelle de combattre justement ces pratiques-là? Nous l'avons fait. Et ça n'a rien... Nous avons discuté avec elle à plusieurs reprises. Ce sont des gens qui font une concurrence qui est déloyale, qui dénature la profession et qui, effectivement, noircissent l'image du promoteur immobilier. Et ça, pour nous, c'est intolérable. Et on lutte contre ça. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un statut du promoteur, c'est-à-dire que pas n'importe qui devienne promoteur du jour au lendemain, à l'instar de ce qui se fait en Tunisie, par exemple, qu'il y ait un cadre juridique légal bien rempli. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'il faut aller vers ce sens-là. Ça va améliorer la qualité et ça va accroître la transparence à tous les niveaux. Pour nous, c'est fondamental. Alors, Rachid Boufous, vous avez pris part au Conseil national de l'habitat, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce conseil? Aujourd'hui, le discours officiel est très positif. L'État veut faire des choses. L'État fait beaucoup de choses. Depuis toujours, pour régler justement les problèmes. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle inadéquation entre toutes ces offres complètes qui sont mises sur les marchés, les stratégies d'intervention de l'État pour lutter contre l'habitat installé, contre les bidonvilles, pour la résorption justement de ce déficit en logement social. Parce qu'il n'y a pas moins 3 programmes aujourd'hui réellement sont trop chocs. Vous avez le logement social, vous avez le logement 140 000, ils ont à peu près la même surface habitable, aux alentours de 50-55 mètres carrés. Et vous avez le recasement qui est les lots qu'on donne aux bidonvillois sur des lots de 60 à 80 mètres carrés. Aujourd'hui, les gens refusent de plus en plus d'aller dans les logements de 140 000 quand ils sont bidonvillois parce qu'ils préfèrent le lot. Parce que le lot, aujourd'hui, génère une rente, c'est-à-dire le rez-de-chaussée peut être transformé en commerce. Et ils peuvent louer dans les étages les chambres. Donc, ce qui fait que le logement devient un objet de rente, produit justement de la richesse, alors qu'un logement qui soit de 140 000 ou un logement social, il est statique. Ce que je constate aussi, qu'aujourd'hui, qu'il y a une régression aujourd'hui dans la surface habitée. On est passé, à partir du décret royal de 64, révisé le décret de 64 sur le logement économique, révisé par le décret royal de 66, le logement était écrit noir sur blanc, que le logement économique ne pouvait pas faire moins de 60 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à moins de 50 mètres carrés. D'accord ? Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pays s'est beaucoup développé, où nous avons de nouveaux besoins, où les gens ont besoin de surface. Jusqu'à il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, le logement social, par exemple, qui était limité en grande majorité à R+4, on pouvait ne pas y prévoir d'ascenseur
parce que nous n'avions l'obligation d'instaurer un ascenseur qu'à partir du 5e étage. Alors qu'on ne réfléchit pas que cette population va un jour vieillir, que les populations qui habiteraient au 3e ou 4e étage voudraient quand même. Donc c'est là où on a attiré l'attention aussi des promoteurs de faire aussi des gestes dans le confort des habitants. Bon, bien sûr, ce système est exonéré, c'est l'État qui a créé ce système d'exonération, et c'est l'État qui a créé globalement ces grands promoteurs immobiliers qui sont dans le social. Donc nous disons aujourd'hui, très bien, les promoteurs ont été exonérés, ont été aidés, ils ont fait leur part du travail. Nous disons aujourd'hui à l'État aussi, pourquoi ne pas réfléchir aussi à l'accédant, pourquoi ne pas le subventionner aussi à ce client qui va acheter aujourd'hui ce logement, pourquoi ne pas subventionner le crédit, pourquoi ne pas faire du crédit à taux zéro. Donc le ciblage oui, dont vous parlez, un taux de crédit immobilier à zéro, que ce soit pour ces populations, comme ça peut aussi pour les classes moyennes. Pour les primo-acquéreurs, pour ceux pour qui les primo-acquérants, aujourd'hui, pourquoi ne pas faire ce geste? Parce que jusqu'à présent, on faisait de la subvention du promoteur et on oubliait l'acquéreur. Et aujourd'hui, sans acquéreur, il n'y a pas de promoteur, il n'y aura pas de promoteur. Et du coup, il y a de plus en plus de stocks invendus. Alors, justement, ce stock, qu'est-ce qu'on va en faire? Et je voudrais aussi revenir à quelque chose. Pourquoi ne pas aujourd'hui que l'État n'oblige pas les promoteurs par une disposition spéciale pour avoir un stock stratégique de logements à part, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons des problèmes, par exemple des intempéries, des inondations, des éboulements, des maisons qui s'effondrent, on n'arrive pas à reloger les familles sinistrées, mais on le fait avec beaucoup de difficultés, alors que si l'État avait un stock stratégique, mais il y a un stock. Pourquoi on loge encore les gens quand il y a des catastrophes comme ça dans des établissements scolaires et dans d'autres établissements étatiques? Justement, l'État doit avoir son propre stock stratégique de logements de différents types, qui peut servir pas seulement pour ces histoires d'inondations, etc., mais ça peut, de catastrophes naturelles, mais ça peut aussi servir en matière de prévention. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, l'histoire des ménages bidonvillois, ils étaient en 2004, on était à 250 ou 270 000 ménages. Le programme Ville sans bidonville a résorbé 55 villes sur 85, mais les dernières informations nous parlent que ce chiffre des bidonvilles, des ménages bidonvillois, a augmenté. Nous, ce que nous disons aujourd'hui au Conseil national des architectes, c'est aussi qu'il faudrait aussi une traçabilité de ces programmes de bidonvillois, et nous proposons aussi l'instauration d'un fichier national des bidonvillois. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les familles, souvent qui bénéficient d'un lot dans une ville, le revendent et vont souscrire dans une autre ville, dans un autre programme. Donc nous disons qu'il faut un contrôle strict. Une informatisation qui va permettre même aux autorités de mieux contrôler, justement, parce qu'aujourd'hui, si les gens vont tous vers les lots, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les problématiques d'extension des villes, on ne peut pas lotir tout le pays, malheureusement, parce que le territoire réellement urbanisable, il est là. Ce qu'il faut savoir au Maroc aujourd'hui, plus de 50% de l'urbanisation, elle est comprise entre El Jadida et Knetra, sur une bande côtière de 270 km. Et cette bande côtière, où il y a toutes les industries, toutes les infrastructures, etc., génère justement des mouvements migratoires très importants qui nous posent aujourd'hui des problèmes. Donc ce que nous disons aujourd'hui, et nous réfléchissons avec le ministère sur le développement de l'habitant en milieu rural, nous disons aujourd'hui qu'il faut peut-être réinverser la tendance. D'abord, fixer les populations dans les campagnes, mais justement en créant des centres pilotes, d'accord, où on puisse mettre des équipements de base, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, et pour que les gens n'aient plus à traverser des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour justement se faire soigner ou pour envoyer leurs enfants aux écoles. Et qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute la stratégie d'aménagement du territoire au niveau du pays qu'il faut repenser. Et à la base, ce qu'il faut surtout mettre à niveau, ce sont les règles actuelles d'urbanisme, les lois 2590 et 1290, qui sont aujourd'hui dépassées, obsolètes.
Et aujourd'hui, nous savons que plusieurs villes mettent à jour les règlements de voirie, parce qu'avant ces lois, les projets étaient autorisés au niveau local par le gouverneur à travers une commission de voirie. Toutes les villes, les grandes villes du Maroc avaient leur propre règlement de voirie. Nous demandons que ce règlement de voirie soit mis à jour avec des normes bien précises, parce que ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, architectes, quand nous venons avec un dossier d'autorisation et que nous venons en commission d'autorisation, nous ne savons pas sur quelle base réglementaire, textuelle, écrite, on est jugé pour autoriser justement les projets, parce que rien n'est écrit. On nous dit que c'est des textes de 1950, 1956, alors que nous sommes au XXIe siècle. Nous demandons... C'est indissociable avec l'habitat, c'est justement ce dont vous parlez. C'est-à-dire, on a tendance à séparer les deux, urbanisme, autorisation. Finalement, c'est indissociable. Ça impacte non seulement les citoyens, mais aussi l'acteur économique et le promoteur immobilier. Et nous demandons aussi à ce qu'on ait un minimum d'intervenants, d'interlocuteurs dans le processus d'octroi des autorisations de construire. Aujourd'hui, nous faisons des politiques de dématérialisation. C'est bien d'avoir la traçabilité aujourd'hui, que les gens soient responsables de ce qu'ils écrivent, ne serait-ce qu'en matière de délai, pour qu'on évite les remarques en cascade, les choses qui n'étaient pas prévues qui tombent à la dernière minute, enfin, qui nous font perdre aussi notre crédibilité vis-à-vis des promoteurs, vis-à-vis de nos clients. Très bien. Et justement, parce qu'il n'y a pas justement cette normalisation et ces textes écrits de manière claire, que des réseaux facilitateurs s'intègrent justement dans ça. Et donc la corruption. C'est ce que j'ai un peu résumé, puisqu'il nous reste 4 minutes. Voilà. Je voudrais peut-être donner le mot de la fin à Madame Benzaha en premier, les femmes d'abord, et puis après, bien sûr, clôturer cette discussion. Moi, je voudrais revenir sur un ou deux points très rapidement par rapport aux dépenses de l'État sur tout ce qui est programmes sociaux. L'État a dépensé jusqu'en 2017 quelque chose comme 25 milliards de dirhams. Plus de 50% de ce montant a été octroyé aux acquéreurs. Donc, c'est l'équivalent de la TVA. Et donc, c'est-à-dire, on n'est pas que, comme disait Sylvie tout à l'heure, ce n'est pas que... Pour les promoteurs. Voilà. Très bien. Il y a autre chose, c'est par rapport au stock. Vous avez parlé du stock tout à l'heure, et je voudrais vous mettre je voudrais vous soumettre une certaine information, c'est que aujourd'hui, dans les 1,5 million de demandeurs, ces 1,5 million de demandeurs se trouvent généralement à Casablanca d'abord, Marrakech, Rabat et Fès. Or, le stock se trouve justement à Marrakech, comme disaient les promoteurs, on a eu une discussion là-dessus, à Marrakech et dans la région de Fès. Comment ça se fait? Il y a une demande, et aujourd'hui on nous dit qu'il y a un stock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre on ne produit pas intelligemment. C'est que quand le promoteur va dans ces régions-là, il ne s'adapte pas. Il a un programme social standard et il réalise son programme sans aller voir vraiment les spécificités, ni études de faisabilité, ni quoi que ce soit. Très bien. Aujourd'hui, donc pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous allons arriver en 2020, nous avons devant nous 2 années de loi de finances, je veux dire, pour arriver à échéance de tous les programmes. On ne parle pas ici que du programme social, mais tous les programmes soutenus par l'État vont arriver à échéance en 2020. Et donc nous devons réussir ensemble ce changement de cap. C'est une transition qu'il faut faire progressivement avec les promoteurs, avec le Conseil national de l'ordre des architectes, et que nous sommes aussi maintenant appelés à donner en fait plus de confiance aux opérateurs, et avec une visibilité à moyen terme. Comme ça, les choses vont être un peu plus... Et une dernière chose, on est sur le rééquilibrage des aides et sur un nouveau modèle de partenariat avec le privé. Déjà qu'il y a partenariat, la FNPI, un dernier mot, Mohamed Benjelloun. Alors, brièvement, s'il vous plaît. On n'a pas évoqué beaucoup de sujets. Effectivement, les autorisations de construire, la conservation foncière qui pèse beaucoup. Ça a été évoqué par Siboufouz. Oui, la conservation foncière, les régies qui pèsent lourd. En ce qui concerne le logement social... La VFA, peut-être, l'accélération. Oui, la finalisation de cette VFA. En ce qui concerne les logements sociaux, il faut savoir que si demain, il n'y a plus exonération pour les promoteurs, le prix du logement passera à 6 000, 6 500 dirhams. Très bien. Ça se fait automatiquement. Nous ne sommes absolument pas contre la défiscalisation. Loin de là.
On la réclame à corps et à cri, mais il faut trouver... Et pour la classe moyenne? Et justement, il faut trouver une réponse adéquate à la classe moyenne et à la demande pour le logement social qui est là et qui va augmenter. Hein. Il y a un taux d'urbanisation qui va passer à 70%. Tout à l'heure, Siboufous a parlé d'exode rural. Nous sommes à peu près à 60% urbanisés. Il y a 10 à 15% dans les années 2025. Il faut apporter des réponses adéquates à une demande qui est là, qui est insistante, et donner un logement à un individu, c'est le revaloriser, c'est stabiliser la population. Et un dernier point, pour nous, et ce n'est pas de la démagogie, loin de là, l'emploi et encore de l'emploi. Il nous faut créer de l'emploi pour stabiliser ce pays-là, qui nous est très cher et auquel on tient énormément. Et créer aussi de la valeur ajoutée à ce PIB. Alors, un dernier mot, Rachid Boufous, mais vraiment peut-être en une ou deux phrases pour justement clore le débat. Alors, je reviens toujours sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes acteurs du fait urbain, premier responsable de ce fait urbain. Nous demandons juste à ce qu'on ait des textes écrits, clairs et nets, pour que justement on puisse fabriquer un urbanisme qui puisse répondre aux aspirations de notre pays. Et puis par la même occasion, nous demandons à travers les promoteurs immobiliers aussi, parce que comme nous sommes leurs partenaires aussi, de penser à revaloriser aussi nos honoraires en quelque sorte, parce que sans architectes bien payés, on ne peut pas fabriquer réellement des choses. Mais je dis ça en plaisantant. L'essentiel encore une fois, c'est que nous sommes réellement engagés avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, avec nos partenaires, justement pour établir de nouvelles règles, une nouvelle approche pour l'urbanisme, la construction, et oui, qui définit la transparence, la traçabilité, et puis pour qu'on puisse au moins que ce nouveau modèle de développement réellement soit bâti sur des bases solides. Très bien. Sur ce message bien clair de Rachid Boufous, ce débat touche à sa fin. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.